très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le Sénat a débuté hier l'examen du budget 2020. Les sénateurs qui dénoncent un budget de renoncement et des baisses d'impôts en trompe-l'œil. On en parle avec la sénatrice du Val-de-Marne, membre de Génération, Sophie Taillé-Polian. Elle est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Stanislas Guerini, délégué général de La République En Marche. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre. Cette semaine, vous l'avez vu, nous étions dans le Nord et dans le Pas-de-Calais pour suivre le quotidien des maires. Notre journaliste Sandra Cerquera viendra nous raconter ce qu'elle a vu. Et puis enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. On fera le bilan de ce 102e congrès des maires qui a eu lieu toute cette semaine. Mais avant cela, voici les autres informations de ce vendredi 22 novembre. Notre pays est trop négatif sur lui-même. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron à des étudiants réunis hier à Amiens. Le président de la République qui est en visite pendant 2 jours sur ses terres natales. Aujourd'hui, il rencontrera les ex-salariés de l'usine Whirlpool. Le parquet a requis hier 3 mois de prison avec sursis à l'encontre du premier policier jugé à Paris pour des violences volontaires commises en marge du mouvement des Gilets jaunes. Le policier est accusé d'avoir lancé un pavé en direction d'un groupe de Gilets jaunes. Le jugement sera rendu le 19 décembre. Et puis ouverture aujourd'hui du marché de Noël de Strasbourg. Et pour 5 semaines, un marché qui avait été frappé l'année dernière par un attentat terroriste faisant 5 morts. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sera sur place aujourd'hui pour cette ouverture. Et on débute avec la sénatrice du jour, élue du Val-de-Marne, apparentée au groupe socialiste ici au Sénat, mais membre du mouvement Génération. Bonjour Sophie Taillé-Polian. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer par ce déplacement d'Emmanuel Macron dans la Somme pendant 2 jours. Hier, il a dit à des étudiants réunis à Amiens, notre pays est trop négatif sur lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Moi, je ne trouve pas que ce pays soit trop négatif sur lui-même. Je pense que ce pays est fermement opposé aux politiques qu'Emmanuel Macron met en place, c'est-à-dire une marche forcée vers un modèle néolibéral. Et ce pays refuse ce modèle. Ce pays est attaché à son modèle social, de solidarité, de service public. Et c'est cela peut-être qu'Emmanuel Macron juge comme étant négatif, parce que son projet à lui, au fond, est très minoritaire dans la population. Mais non, moi je crois que la France est très positive sur ses valeurs. Cette colère des Français, vous l'expliquez par un refus du projet d'Emmanuel Macron? Oui, parce que je crois que, en fait, depuis une trentaine d'années, on observe à plusieurs reprises des tentatives d'imposer ce modèle qui montre par ailleurs son inefficacité et son injustice, et que la France résiste. La France résiste pour préserver ce modèle de solidarité qui fait son identité. Et voilà pourquoi il y a telle incompréhension, je pense. Emmanuel Macron qui sera ce matin à la rencontre des ex-salariés de l'usine Whirlpool d'Amiens, dont la reprise a échoué. Est-ce que c'est bien qu'il aille à leur rencontre ? Écoutez, moi je trouve que c'est toujours bien que les politiques rencontrent les gens. Cela dit, effectivement, à quoi sert cette rencontre? À quoi sert ce déplacement d'Amiens? Certains disent que c'est un déplacement hautement politique en préparation des municipales. En tout cas, je ne vois pas trop ce qui va... Écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, on peut se poser la question. Et puis, on ne sait pas trop ce qu'il va leur dire. Est-ce qu'il a des annonces à leur faire pour la réindustrialisation de ce pays? Est-ce qu'il a des annonces à leur faire pour leur dire que les chômeurs seront mieux traités dans ce pays? C'est pas le cas ces derniers temps. C'est plutôt l'inverse. Donc on verra bien ce qu'il leur dit, mais je crois que ça risque d'être une rencontre pour rien, selon vous? C'est toujours mieux que rien, vous dites? Je le crains, moi, que ce soit une rencontre pour rien. Il faudrait qu'Emmanuel Macron réponde à cette urgence sociale manifeste. Un mot sur ce retour aux sources, finalement, d'Emmanuel Macron, qui est sur ses terres natales pendant 2 jours. Qu'est-ce que vous y voyez? Est-ce que c'est une manière pour lui de montrer qu'il n'est pas déconnecté de ses territoires? Oui, certainement une manière pour lui d'essayer de le faire croire, même s'il a essayé de faire en sorte que ces rencontres se passent dans des endroits très sécurisés. Cela dit... Donc malgré tout, il y a un problème fondamental dans la personnalité d'Emmanuel Macron, c'est son éloignement. Il n'a jamais, au fond, vécu parmi les Français, ou en tout cas pas depuis plusieurs qu'il est déconnecté des Français. Mais bien sûr. Allez, on va parler de ce qui s'est passé au Sénat hier, Sophie Taillé-Polian. Le Sénat qui a débuté l'examen du budget 2020. On en parle avec Quentin Calmet.
Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Sophie Taillé-Polian. Bonjour. Et l'examen du projet de loi de finances qui a donc débuté hier après-midi dans l'hémicycle. Voilà, c'est parti. Dernière ligne droite de ce marathon budgétaire dont on vous parle à l'antenne depuis le mois de septembre. Ça va occuper les sénateurs quand même jusqu'au 10 décembre, hein, le PLF, le projet de loi de finances. Hier, on a vu la discussion générale. Vous savez, c'est lorsque chaque groupe politique vient résumer sa proposition et sa position sur le texte à la tribune du Sénat. On résume. Pour le gouvernement, il s'agit de répondre à la crise des gilets jaunes avec une baisse des prélèvements, avec par exemple une diminution de l'impôt sur le revenu à hauteur de 5 milliards. Le gouvernement est accusé de creuser la dette pour financer ce budget, mais il assume. Écoutez Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Alors certains diront à juste titre que nous le faisons à un rythme qui est plus lent que ce qui était prévu. C'est vrai. Et je pense qu'il est raisonnable d'adapter le niveau de rétablissement des finances publiques à la fois à la conjoncture internationale et à la situation sociale du pays. Nous ne perdons pas le fil de notre politique qui vise à rétablir les finances publiques françaises, et nous rétablirons les finances publiques françaises. Mais on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu une crise sociale majeure dans notre pays. Et alors, pour la droite, ce budget est en trompe-l'œil. Les baisses d'impôts cacheraient une hausse d'une multitude de petites taxes. Les sénateurs LR qui en ont profité pour rappeler qu'ils avaient prévenu le gouvernement un an avant la crise des Gilets jaunes, il y a 2 ans. Donc, écoutez Albéric de Montgolfier, le rapporteur général du budget. Que s'est-il passé à l'automne 2017, lors du PLF pour 2018 ? Eh bien, Jean-François Husson, il vous le dira sans doute tout à l'heure, avait alerté sur le risque qu'il y avait à prévoir de manière pluriannuelle une augmentation de la fiscalité sur l'énergie sans aucune compensation pour les Français. Et à l'époque, il avait parlé de bonnet rouge. Et c'était son seul tort. Messieurs les ministres, c'était de se tromper de couleur. Ça a été finalement d'un autre vêtement, des gilets jaunes. Alors, on verra maintenant les propositions de chaque groupe, les propositions de la gauche, vos propositions, Sophie Taillé-Polian. Mais déjà, le PS a pu hier parler d'une mesure phare qu'elle entend proposer, c'est le rétablissement d'un nouvel ISF, un nouvel impôt sur la fortune. Merci beaucoup Quentin, on vous retrouve tout à l'heure. On a entendu, Quentin le rappeler, les sénateurs de droite qui critiquent des baisses d'impôts en trompe-l'œil, des sénateurs de gauche qui parlent d'un renoncement. Comment vous le qualifiez, ce budget ? Je pense que ce budget aurait dû être le budget de l'acte 2 et que c'est un budget de l'entêtement. Un entêtement à ne pas entendre la crise sociale et un entêtement aussi à ne pas relever le défi climatique. Mais est-ce que sur la crise sociale, par exemple, est-ce que vous dites qu'il n'a pas entendu, alors que finalement il y a des mesures de pouvoir d'achat dans ce budget, notamment des baisses d'impôts, 5 milliards de baisses d'impôts sur le revenu, vous dites qu'il n'a pas entendu, ce n'est pas bien ? 5 milliards de baisses d'impôts sur le revenu, certes, mais qui sont en partie financés par le fait que l'impôt sur le revenu est mieux récupéré. Donc bon. Et deuxièmement, il y a quand même 22 les classes moyennes, notamment, vont voir leur impôt baisser. de Français qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu et qui ne vont pas en bénéficier. Si vous voulez, le problème de baisser les impôts, c'est aussi, si on baisse les dépenses publiques, finalement, donc, on baisse le financement des services publics. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de service public près de chez soi ? On fait appel à des services privés. Donc cette dépense publique qui est solidaire, où l'État dépense pour le bien de tous, quand elle n'est plus là, eh bien ça pousse les ménages à s'organiser tout seuls. C'est exactement ce qu'on observe sur la volonté du gouvernement relativement aux retraites. Donc pour vous, il n'aurait pas fallu baisser ces impôts, pas fallu aider ces classes moyennes, c'est elles finalement les principales bénéficiaires de ces baisses d'impôts ? On aurait tout à fait pu baisser les impôts, mais il aurait peut-être été plus utile de ne pas continuer à baisser l'impôt sur les sociétés, qui on ne le dit pas, mais continue à baisse continuellement depuis de nombreuses années. Il n'aurait peut-être aussi pas fallu faire en sorte que le CICE, qui n'apporte rien à l'emploi, qui n'a aucune efficacité économique avérée, ne soit pas comme ça sanctuarisé. Il aurait peut-être fallu utiliser autrement ces marges de manœuvre. Est-ce que pour vous, c'est un budget qui a répondu à la crise des Gilets jaunes, ce budget ? Non, je crois que très profondément, il ne répond pas à la crise des Gilets jaunes. Alors, il y a un certain nombre de choses, je dirais, pour apaiser, pour éteindre le feu. Donc, on donne de ci, de là, on lâche quelque chose. Mais on ne répond pas au souhait très profond des Françaises et des Français, et notamment sur la question de l'injustice fiscale. Parce que
même s'il y a une baisse des impôts sur le revenu pour un certain nombre de foyers français. Et ce sera très bien pour eux parce qu'ils en ont besoin. Mais si vous voulez, l'injustice fiscale, elle s'aggrave. Parce que finalement, à force d'enlever l'impôt sur le revenu, qui lui est le plus juste de tous les impôts, on reporte les dépenses sur la TVA qui est payée indifféremment que vous soyez riche ou pauvre. Et si vous êtes pauvre, vous passez la totalité de votre revenu dans des biens de consommation courante et donc tout est taxé à la TVA. Les plus riches, eux, n'ont pas besoin de tout dépenser, ils mettent de côté et eux échappent en proportion à la TVA. Donc c'est une injustice fiscale qui s'aggrave. Le président de la République a dit qu'il traînait la baisse de 5 € des APL comme un boulet. Je pense aussi, c'est ce qu'il a dit hier. Je pense aussi qu'il traîne comme un boulet cette suppression de l'impôt sur les fortunes parce qu'elle est très révélatrice de sa politique qui n'est pas une politique de justice fiscale. Pour vous, il faut réinstaurer cet impôt sur la fortune? Mais bien sûr, en fait, c'est une logique globale qu'il faut réinstaurer pour qu'il y ait une meilleure répartition des efforts. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une partie de la population qui fait sécession, c'est ce que disent de nombreux sociologues, des gens qui sont relativement dits ultra riches, en tout cas riches, et qui participent de moins en moins. Ce sont eux les premiers bénéficiaires, si on regarde sur les 3 premières années du quinquennat, ce sont eux les bénéficiaires de la politique fiscale de ce gouvernement au détriment des services publics et au détriment aussi de ce sentiment de solidarité qui fait l'identité de la France. Vous diriez que la fracture s'accroît entre les Français ? Mais bien sûr qu'elle s'accroît et ce sentiment d'injustice, il est vraiment très très profondément vécu et c'est à cela qu'il faut répondre. Vous nous avez parlé du rétablissement de l'impôt sur la fortune. Vous, qu'est-ce que vous allez défendre comme autre mesure dans ce budget ? Alors moi, je vais défendre un certain nombre d'autres mesures et notamment le fait de mieux cibler le crédit impôt recherche. Vous savez, le crédit impôt recherche, on multiplie ces dernières années les aides aux entreprises sans aucune contrepartie. Et à force de multiplier ces cadeaux, on multiplie aussi la possibilité pour les entreprises de faire de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire de chercher par tous les moyens à payer le moins d'impôts possible. Il faut rompre avec cette logique. Donc oui, pour aider les entreprises qui font vraiment de la recherche et de l'innovation, mais non, pour aider comme ça beaucoup d'entreprises qui passent énormément de choses qui en fait ne relèvent pas de la recherche ou de l'innovation, ou alors recherche ou innovation qu'ils feraient de toute façon. Donc vous savez qu'on aide sur le crédit impôt recherche et dans mon département, Sanofi ferme des centres de recherche. On aide le crédit impôt recherche et finalement la compétitivité de la France ne s'améliore pas sur ces questions-là parce que ce n'est pas bien ciblé. Il faut arrêter de penser que dans notre pays, la seule et unique chose à faire, c'est de baisser les coûts des entreprises, parce que là, on va dans le mur. On va parler de ce plan hôpital qui a été dévoilé mercredi par le Premier ministre Édouard Philippe. 12 milliards d'euros sur 3 ans, c'est ce qui est mis sur la table par le gouvernement. Est-ce que vous dites que c'est un bel effort ? Écoutez, le gouvernement est encore une fois en retard d'un temps, c'est-à-dire que ça fait 9 mois que dans les hôpitaux, les personnels sont mobilisés, ça fait fort longtemps que tout le monde alerte sur la situation de l'hôpital et je crois qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il n'y a pas eu de réponse, notamment le fait d'arrêter de fermer des lits. C'est ce que veulent les personnels soignants, c'est ce que veulent les Français. Arrêter de fermer des lits, arrêter de réduire sans arrêt l'offre de soins. Parce que, en fait, aujourd'hui dans notre pays, nous avons des comptables. Des comptables idéologiquement très très inspirés par le néolibéralisme, mais avant tout des comptables. Donc, on n'est pas en train de se dire de quoi avons-nous besoin pour faire en sorte que les Français puissent accéder à la santé ? On est en train de se dire, bon, alors combien on dépense? Le moins possible, puis on essaye de faire rentrer les choses là-dedans. Il faut arrêter avec cette logique. Et d'ailleurs, moi, j'ai été frappée par le fait que dans ce plan hôpital, encore une fois, on n'associe pas les personnels. On leur a imposé de la bureaucratie, notamment avec, depuis de longues années maintenant, la mise en place de cette façon de comptabiliser les actes de soins, la T2A, ce qui fait que les personnels soignants sont obligés de remplir des tas d'indicateurs au détriment du soin, au détriment de leur vrai travail. Je pense qu'il faudrait écouter ce qu'ils ont à dire, les soignants, là-dessus, sur le fonctionnement de l'hôpital. Est-ce que Emmanuel Macron, finalement, n'hérite pas d'une situation ancienne? Est-ce que la gauche n'a pas aussi une part de responsabilité dans la situation actuelle de l'hôpital? Mais écoutez, bien sûr que tous les gouvernements qui se sont succédés ont une responsabilité. C'est évident. Et notamment sur la mise en place des 35 heures. Est-ce que ça, c'était pas une erreur pour l'hôpital? Mais non, ce n'était pas une erreur, parce qu'il faut partager le travail. Mais cela aurait nécessité, évidemment, des embauches et pas cette politique d'austérité
austérité permanente, parce que ça ne répond pas aux besoins des Français. Bien sûr qu'il faut, comment dirais-je, avoir une vision responsable des finances de l'État. Pour cela, il faut effectivement aller chercher de l'argent là où il est. Et ne pas financer comme ça sur la dette. Mais, cela dit, il faut aussi prendre en compte les besoins des gens. Et je pense que quand on répond aux besoins, il y a beaucoup plus d'acceptation à payer l'impôt. Si les Français voient que tout ce qu'on paye, ce sont des baisses de cotisations pour les entreprises, des crédits d'impôt pour les entreprises, et que eux, finalement, ils voient leurs services publics réduits à côté de chez eux, qu'ils n'en ont plus, alors évidemment, ils se disent « mais pourquoi je paye de l'impôt ?» Et ils ont raison de se poser la question. On va parler de la réforme des retraites. Hier, le Conseil d'orientation des retraites a publié son rapport. Il calcule un déficit compris entre 8 et 17 milliards d'euros pour 2025. Est-ce que pour combler ce déficit, il faut dire aux Français qu'il va falloir travailler plus ? Écoutez, moi je suis frappée par le fait qu'on parle de grandes théories. Il faut travailler plus. C'est souvent ceux d'ailleurs qui ont un travail intéressant et bien payé qui disent qu'il faut travailler plus. Moi ce que j'observe, c'est que plus de la moitié des personnes de 55 à 65 ans ne travaillent plus. Soit parce qu'ils ont été mis au chômage, soit parce qu'ils ont été brisés par leur travail. Ils sont inaptes. Donc il faut arrêter de parler des choses comme si les gens arrêtaient de travailler à 55 ans ou à 60 ans, qu'ils étaient des gros fainéants. Non, la situation du marché du travail, ce n'est pas du tout celle-là. Alors sur le rapport du corps, encore une fois, on peut toujours arriver aux conclusions auxquelles on veut arriver en prenant les chiffres qu'on veut prendre. Moi, ce que j'observe, c'est que si le gouvernement décidait d'embaucher à l'hôpital, d'embaucher à l'école, d'embaucher dans la justice, d'embaucher dans la police, ça ferait davantage d'agents publics, ça ferait donc davantage de cotisations et ce problème de déficit n'existerait pas. Donc pour vous, ça passe par là. Plus d'embauches. Sur cette réforme des retraites, il y a une grande mobilisation qui est prévue le 5 décembre que vous soutenez. Pour vous, jusqu'où doit aller cette manifestation? Est-ce qu'elle doit être reconductible? Est-ce qu'elle doit aller jusqu'au blocage du pays? Écoutez, ça c'est aux syndicats de le décider. C'est à eux, avec les salariés, avec aussi les chômeurs et les précaires, de décider des moyens d'action. Pour ma part, je pense qu'il faut une pression la plus forte possible pour que ce gouvernement entende que les Françaises et les Français ne veulent pas d'une réforme qui est aujourd'hui celle qui est discutée, qui va aboutir à une chose, encore une fois, baisser les pensions. Alors vous dites la pression la plus forte possible, c'est quoi pour vous le moyen de pression? Ça veut dire quoi concrètement la pression la plus forte possible? Ça peut vouloir dire effectivement de faire grève, c'est le moyen de pression qu'on a trouvé. Mais maintenant le gouvernement sait, il n'arrête pas de le dire, ça va être fort, ça va être très fort. Eh bien à ce moment-là, qu'il en prenne acte avant que ça arrive. Donc c'est-à-dire assouplir la réforme avant, donner des gages aux syndicats? Mais bien sûr. Lesquels bien sûr. par exemple? Écoutez, moi c'est pas à moi de dire aux syndicats ce qu'ils doivent accepter. Déjà, il faudrait. Vous, à quoi le gouvernement doit renoncer sur cette réforme? Il faudrait déjà que le gouvernement accepte s'il veut vraiment lancer une réforme sur les retraites, de dire, on ne se fixe pas comme objectif alpha et oméga, de dire qu'on va garder le même niveau de financement des retraites par rapport au PIB. De se dire, peut-être qu'on peut imaginer mettre davantage d'argent. Parce que quand on donne de l'argent aux retraités, qu'est-ce que vous croyez qu'ils en font? Ils le dépensent, ils le donnent à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et donc, ça fait marcher le pays. Et donc, ça accroît les solidarités intrafamiliales. Donc, déjà, il faudrait que le gouvernement fasse un geste en disant non, ce n'est pas une réforme comptable, ce n'est pas une réforme pour faire des économies. Mais son problème, c'est que c'est une réforme pour faire des économies. Quand vous lisez le rapport de France Stratégie, le dernier grand rapport qu'ils ont fait, disent voilà, la France a trop de dépenses publiques. Moi, je pense que cette analyse est fausse de bout en bout. Et d'ailleurs, si on veut baisser les dépenses publiques, en fait, dans notre pays, globalement, on dépense plus que les autres pays sur les retraites. Parce que c'est un système de solidarité. Soit on assume cela, cette solidarité au cœur de notre modèle social, soit, et c'est le choix de ce gouvernement, on finit toujours par taper les plus faibles et par baisser les pensions. Et c'est là-dessus qu'il faut que le gouvernement rassure. Allez, Sophie Taillé-Polian, on va faire une petite pause. On va se rendre comme tous les jours dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Valence retrouver Robin Charbonnier. Bonjour, vous êtes chef info Drôme-Ardèche au Dauphiné Libéré. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de la neige qui est tombée en abondance la semaine dernière dans vos départements. Robin Charbonnier, quelle est la situation actuelle de ces départements? Est-ce que vous pouvez nous faire un point?
Alors la situation s'est un petit peu améliorée puisque nous sommes plus qu'à 1000, entre guillemets, 1000 foyers drômois impactés et quelques familles impactées, donc sans coupure de courant pour l'instant, avec pour l'instant un retour à la normale annoncé d'ici dimanche soir par Enedis. Une situation bien améliorée puisque au plus fort de la crise, de cette crise climatique, on a été à 143 000 foyers sans courant dans les 2 départements, ce qui était un chiffre assez énorme après ces chutes de neige. Alors quand même, ça fait plus d'une semaine maintenant que la neige est tombée. Vous nous dites à peu près 1000 foyers toujours privés d'électricité. Pourquoi est-ce aussi long ? Ah oui, le temps se fait long et c'est très compliqué d'avoir des explications auprès d'Enedis. Alors la première, c'est cette neige très très lourde qui est tombée et donc qui a causé énormément de dégâts sur les poteaux et les câbles. Il y a des postes sources donc qui est apparemment très compliqué à réparer. Et par ailleurs, un accès difficile, notamment dans le Vercors, donc sur la montagne, où les équipes ont eu des complications pour accéder aux poteaux de moyenne tension, sachant quand même que les forces en présence ont été assez importantes puisqu'il y avait plus de 2500 agents sur le terrain, plus les prestataires. Alors on imagine que tout ça, bien sûr, a des impacts sur les habitants, mais aussi peut-être d'autres impacts. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels, Robin Charbonnier ? Alors, c'est surtout pour les agriculteurs qui vivent une année maudite, selon l'expression du président de la Chambre d'agriculture de la Drôme, puisqu'il y a déjà eu l'épisode très violent de la grêle en juin, il y a eu la sécheresse et maintenant c'est la neige. Et il y a des agriculteurs qui ont tout perdu avec des bâtiments qui sont tombés en ruine. On ne connaît pas encore le montant des dégâts, mais on parle de plusieurs millions d'euros pour la Drôme. Merci beaucoup Robin Charbonnier d'avoir fait un point avec nous ce matin sur cette neige donc, qui est tombée en abondance dans vos régions la semaine dernière et vous nous le disiez ce matin toujours 1000 foyers privés d'électricité. On va voir la une du Dauphiné libéré du jour après les chutes de neige, ces agriculteurs qui ont tout perdu. C'est la une de votre journal ce matin. Merci Robin et on va tout de suite passer à la revue de presse de votre département. Cette fois, Sophie Taillé-Polion. Et c'est avec Quentin Calmet qui revient. Et Quentin, on commence avec le Parisien qui revient sur l'investiture d'une candidate En Marche à Villejuif. Voilà, le titre nous a fait sourire. Municipal à Villejuif, le maire rate le train En Marche. Alors, Villejuif, c'est une ville dont vous êtes conseillère municipale actuellement. Vous avez même été l'adjointe au maire de la précédente maire Claudine Cordillo. Mais depuis 2014, la mairie est détenue par un édile de droite. On va voir sa photo, il est sur la droite de l'image. Voilà. Il est juste ici. Il s'appelle Franck Le Boélec. Il se disait Macron compatible depuis plusieurs mois. Et il pensait pouvoir avoir éventuellement l'investiture du parti présidentiel. Il a donc découvert qu'une candidate En Marche serait investie face à lui. Il a dit « Je comprends aujourd'hui que l'REM ne souhaite pas discuter avec moi de l'avenir de notre ville ». Il interprète dans le journal. Et il dit regretter cette décision. On verra ce que la gauche va pouvoir faire aussi en face. Est-ce que vous allez réussir à vous organiser sur une liste commune? C'est des discussions que vous avez en ce moment, n'est-ce pas? Bien sûr, nous travaillons à l'unité de la gauche et des écologistes à Villejuif parce qu'il est très important que cette ville puisse à nouveau accueillir tous ceux et celles qui veulent y vivre et pas seulement ceux qui ont des moyens de s'acheter un appartement à 6 000 € par mois le mètre carré. Et c'est ça l'enjeu dans notre région, c'est de permettre d'avoir pour tous et toutes une possibilité de se loger près des infrastructures de transport dans des bonnes conditions. Et également de développer des politiques qui permettent à nos villes de franchir le cap du réchauffement climatique. Ce n'est pas du tout le cas de la politique qui est menée. Et on parle du département du Val-de-Marne. Dans les Échos, ce matin, Quentin, ces arrêtés anti-pesticides pris par 13 maires dans le Val-de-Marne. Ça va rejoindre ce que vous disiez sur le développement durable, l'écologie. Il y a effectivement, et on en parle régulièrement dans cette émission depuis cet été, des maires qui prennent ces arrêtés anti-pesticides sur leur commune. C'est le cas de 13 mairies dans le département du Val-de-Marne. Eh bien, la justice a cassé ces arrêtés anti-pesticides au titre que cela ne relève pas de la compétence d'un maire. Et ce, alors que la semaine dernière,
un autre tribunal a pris une décision inverse dans un dossier similaire. On va suivre maintenant dans le département du Val-de-Marne la décision sur l'arrêté anti-glyphosate pris par le président du département, le communiste et ancien sénateur Christian Favier. Et on termine, Quentin, avec 94citoyens.com. Voilà, c'est un site d'information indépendant du Val-de-Marne. On a vu cet article sur les travailleurs sans abri accueillis effectivement dans un centre de la Croix-Rouge à Villiers-sur-Marne. Et c'est un phénomène nouveau, nous dit l'article. Le centre accueille d'habitude plutôt des personnes qui sont dans la précarité, isolées par leur parcours de vie. Désormais, le fait qu'il y ait des travailleurs qui également se retrouvent sans solution de logement, eh bien, c'est un phénomène que la Croix-Rouge découvre. D'ailleurs, le centre de la Croix-Rouge a reçu une visite du préfet du département mardi soir. Merci Quentin, vous voulez réagir? Oui, c'est tout à fait ce dont je venais de parler, c'est-à-dire le problème d'accès au logement dans la région Île-de-France et notamment dans les zones denses. Et c'est le cas aussi à Villiers-sur-Marne, c'est le cas aussi à Villejuif. Et puis c'est aussi ce modèle de précarisation des salariés qui finit par les appauvrir. C'est ce fameux modèle allemand qu'on nous vante de tous les côtés et qui finalement aboutit à la paupérisation, une plus grande pauvreté parmi les gens qui travaillent. Merci Quentin. Sophie Taillé-Polian, un mot sur ce que nous disait hier Yann Brossat. Il était à votre place, il nous disait qu'il y aurait un meeting commun de la gauche le 11 décembre contre cette réforme des retraites. Est-ce que c'est le retour de l'union de la gauche ? Écoutez, je pense qu'il est temps effectivement que nous montrions aux Françaises et aux Français que nous travaillons ensemble, parce que c'est le cas. Il y a beaucoup d'échanges et de discussions et il faut maintenant que nous montrions aux Françaises et aux Français que nous sommes prêts à travailler ensemble sur des bases saines et solides. Cela dit, ce n'est pas seulement la gauche, c'est aussi les écologistes, parce que je pense qu'il n'y a pas... Les écologistes, c'est plus la gauche pour vous. Mais si vous voulez, bien sûr que pour moi, ça fait partie de la même famille. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut véritablement lutter contre le réchauffement climatique que si on lutte contre les dégâts que fait le capitalisme aujourd'hui et cette logique financière qui prend toujours le pas sur l'humain et sur la nature. Mais si vous voulez, je pense que c'est important que l'écologie apparaisse aussi dans son identité particulière pour ne pas que les Français se trompent et imaginent qu'on peut avoir une écologie qui serait compatible avec le capitalisme, avec cette logique financière. Je pense que ce n'est pas le cas et donc il faut bien parler de gauche et d'écologie ou de gauche écologiste ou d'écologie dans la lutte pour la solidarité. Il faut bien faire en sorte que ces deux choses soient mêlées et c'est tout l'enjeu de la reconstruction d'une alternative pour le futur. Mais là, on est dans le début d'une reconstruction, c'est-à-dire où ce meeting, ça va être juste ponctuel contre cette réforme des retraites ou ça va amorcer cette reconstruction de la gauche? Écoutez, je ne sais pas, en tout cas, je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à souhaiter que cette reconstruction puisse commencer. Et aujourd'hui, à Génération, vous discutez avec qui? Avec tout le monde. Nous discutons avec tout le monde parce que nous pensons qu'il n'y a pas de réponse dans une démarche sectaire, de dire pas les uns, pas les autres, etc. Maintenant, on a besoin d'aller dans la sérénité, dans le dialogue, dans l'approfondissement de nos propositions, parce que ce n'est pas seulement en étant contre qu'on rassemblera les Français, c'est aussi en leur proposant de nouvelles orientations, une nouvelle dynamique. Voilà. Et donc, c'est ce à quoi ça pourrait servir aussi ce meeting du 5. Eh bien, on suivra du 11 décembre. Le 5, c'est la grève. Exactement. Le 11, c'est les propositions. On suivra tout ça. Merci Sophie Taillé-Polian d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'invité politique aujourd'hui, Stanislas Guerini, le délégué général de la République En Marche. Il est avec nous, mais avant de l'entendre, on va écouter un extrait du discours d'Édouard Philippe qui était hier devant les maires de France pour conclure leur congrès. Et le Premier ministre a profité de ce discours pour rendre hommage aux maires. On va l'écouter. Mesdames et messieurs, certains d'entre vous, en mars, se représenteront. Et puis certains ne se représenteront pas. Je voudrais dire à ceux qui achèveront leur mandat sans se représenter, merci. Je voudrais dire aussi à ceux qui achèveront leur mandat et se représenteront, merci et bonne chance. Je voudrais dire aussi à ceux qui croiseraient certains de nos concitoyens qui s'interrogent sur l'idée d'aller ou de ne pas aller aux élections municipales, de s'y présenter, je veux dire, non pas simplement de voter, mais de s'y présenter. Ne leur masquez pas les difficultés, elles sont réelles. Mais n'oublions pas aussi, puisque souvent nous pointons ce qui ne va pas, n'oublions pas aussi de dire tout ce qui fait le sel et d'une certaine façon presque
la fierté et la gloire d'exercer ce mandat. Ne l'oublions pas, car les plus réticents, a priori, deviennent parfois les meilleurs maires. Tournons-nous vers Victor Hugo. Jean Valjean, dans Les Misérables, devient maire de Montreuil-sur-Mer. Au début, alors c'était très différent à l'époque, les maires étaient nommés par le roi, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais n'empêche, au début, Jean Valjean commence par refuser. Il ne veut pas devenir maire. Il est ancien forçat, il ne veut pas devenir maire. Et Hugo écrit qu'une vieille femme du peuple, c'est Hugo qui parle, une vieille femme du peuple, finit par l'interpeller avec un peu d'humeur. On était déjà à portée d'engueulade, cher Gérard Larcher, sur le seuil de sa porte, en s'exclamant, je cite Hugo, qu'un bon maire c'est utile et qu'on n'a pas le droit de reculer devant du bien qu'on peut faire. Mesdames et messieurs, on n'a pas le droit de reculer devant du bien qu'on peut faire. C'est Victor Hugo qui nous le dit. Jean Valjean, Monsieur Madeleine, ne recule pas et il devient le bienfaiteur de Montreuil-sur-Mer. Notre invité politique ce matin, c'est Stanislas Guerini. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député de Paris, délégué général de La République En Marche. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Fabrice Besséredon. Bonjour Fabrice. Bonjour Auriel. Journaliste au groupe EBRA. Ce sont les journaux régionaux de l'Est de la France. On va commencer avec la réforme des retraites. Stanislas Guerini et cette déclaration de Cédric Villani hier. Il demande un référendum sur cette réforme des retraites. Est-ce que vous y êtes favorable ? Non, je crois que le moment n'est pas à réfléchir au concours Lépine, des moyens, des formes, etc. Le moment est d'expliquer. Concours Lépine, Cédric Villani, pour vous ? Il me semble que cette proposition qui était au cœur du programme présidentiel qu'a porté le président de la République ne nécessite pas un référendum. Elle nécessite d'être expliquée sur les fondamentaux de la réforme. Je crois qu'on le fait peut-être pas suffisamment, d'expliquer pourquoi c'est juste, pourquoi c'est efficace de mettre en place un système universel, pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer de système de retraite, parce qu'on a un système qui, à la fois, va dans le mur, en termes d'équilibre, et profondément injuste. Profondément injuste pour les carrières hachées, pour les femmes. Et donc, à nous d'expliquer, à nous de continuer le dialogue social, parce que parfois, j'entends qu'il n'y a pas suffisamment de concertation, pas suffisamment de dialogue. Le haut-commissaire aux retraites, c'est 25-30 rencontres toutes les semaines avec les organisations syndicales. Donc, on est en train... On va parler de cette réforme des retraites, Stanislas Guerini, mais sur Cédric Villani, il est membre de votre parti, Cédric Villani, il va à l'encontre, vous le disiez, de ce que veut le parti, de ce que veut le président de la République. Est-ce que ça va lui valoir un recadrage ? Non. Vous vous rendez compte si je devais prendre des mesures à chaque fois que quelqu'un émet une idée ? Je ne suis pas commissaire de la pensée politique. Je suis chef d'une formation politique qui essaye de porter un projet de transformation profonde du pays. Je pense qu'on a besoin de mettre toutes nos énergies dans la même direction. Mais en tout cas, ce matin, vous fermez la porte à sa proposition, pas de référendum. Oui, elle ne me semble pas pertinente, mais encore une fois, je ne voudrais pas, en disant cela, laisser penser que nous sommes fermés au dialogue, à l'explication. Les députés de la majorité... L'explication. Pardon, juste un mot pour dire, parce que c'est important, et je pense que les auditeurs qui nous écoutent pourront même aller dans des réunions, mènent des réunions publiques dans toute la France. Il y a plus de 200 réunions en ce moment même par les députés dans leur circonscription pour avoir des moments d'échange, de dialogue. Le président de la République l'a fait, le Premier ministre le fait, Jean-Paul Delevoye le fait. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on va un tout petit peu dans le détail, qu'on se pose la question de, finalement, des fondamentaux de cette réforme, eh bien, aussi, on explique, on rassure. Et je crois que c'est à ça qu'on doit consacrer notre énergie en ce moment. Vous êtes aussi là pour ça ce matin. Édouard Philippe parle... dit, il faut pas, j'ai pas envie de toucher à l'âge légal de départ en retraite, mais il faut expliquer aux Français qu'il va falloir travailler plus longtemps. Tout ça, c'est quand même un peu brouillon. On a l'impression que vous avancez à petits pas, ou en tout cas en crabe. Non, je n'ai pas cette sensation du tout. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'il y a des points fondamentaux de la réforme systémique des retraites qu'on souhaite faire. 1, mettre en place un système universel. Sortir d'un système absurde où on a 42 systèmes en parallèle de retraite, où les uns sont équilibrés, les autres sont déséquilibrés, les uns payent pour les autres, etc. 1 euro cotisé, ce sont les mêmes droits pour tous les Français. Je pense que cette idée-là peut créer une adhésion forte chez nos concitoyens. 2, mettre en place un système beaucoup plus juste. Quand on aura contribué toute sa vie, travaillé toute sa vie, eh bien on aura le droit à un minimum contributif de 1 000 euros par mois. C'est une proposition très forte qui amène beaucoup plus de justice
Je pense notamment aux agriculteurs dont vous parliez avant. Oui, mais concrètement, 3, il faut un système équilibré. Parce qu'on voit bien que le système actuel, il porte en lui-même, dans son principe, son propre déséquilibre. Ça, ce sont les principes. Mais c'est propre d'une réforme d'être toujours juste et équilibré. Là, la question, c'est est-ce qu'il va falloir travailler plus longtemps, beaucoup plus longtemps? Le président de la République a toujours été clair sur cette question-là. Vous trouvez que c'est clair? L'allongement de la durée de vie fait que nous devrons probablement travailler plus longtemps. Mais vous trouvez que c'est clair? Pourquoi ne pas dire dans ces cas-là, soit il va falloir cotiser plus, oui, soit il va falloir repousser l'âge de départ précisément, à la retraite? Nous attendons de voir quel était l'équilibre ou le déséquilibre du système actuel. Le Conseil d'orientation des retraites remettra officiellement son rapport au Premier ministre. Il a été remis, il part d'un déficit entre 8 et 17 milliards d'ici 2025. On voit bien que c'est au moins au-dessus de 10 milliards d'euros de déficit. Je crois qu'on ne peut pas basculer dans le nouveau système qui précisément doit être un système équilibré en ayant un système qui part avec un boulet au pied de 10 milliards d'euros. Donc oui, et nous avons toujours été clairs sur ce principe-là. On veut qu'au moment où on basculera dans le nouveau système, en 2025, le système soit équilibré. Le Conseil d'orientation des retraites, auxquels appartiennent les formations syndicales, qui ont établi ce constat, disent il y a 3 pistes. Il y en a une, c'est de baisser les pensions de retraite. C'est hors de question. On ne baissera pas les pensions de retraite. Il y a une deuxième piste, c'est d'augmenter les cotisations pour les retraites. Je pense que ça serait antinomique avec la politique qu'on mène depuis le début du quinquennat. Et il y a une troisième piste qui est d'augmenter la durée du travail. Après, il y a différentes modalités. Donc c'est ça là qui va être retenu. On accélère la réforme Touraine? Est-ce qu'on augmente l'âge minimum de départ? Est-ce qu'on met en place un âge d'équilibre? Les pistes sont sur la table, mais c'est plutôt sur cette orientation-là que nous nous orientons effectivement. Alors, le gouvernement qui consulte les syndicats avant la mobilisation du 5 décembre, Édouard Philippe recevra les partenaires sociaux en début de semaine prochaine. Hier, Jean-Paul Delevoye et Jean-Baptiste Djebbari les ont reçus aussi. Et à la sortie, la CFDT cheminot a dit qu'elle allait rejoindre le mouvement. Elle a déposé un préavis de grève. La CFDT qui est le syndicat le plus favorable à votre réforme. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même en train de créer les conditions d'une forte mobilisation ? Vous savez, moi, je ne minimise pas la mobilisation du 5 décembre. Elle est partie pour être forte, elle doit avoir lieu d'une certaine manière, ça doit être un moment d'expression. Je crois qu'on doit tous être attentifs à ce que ça ne soit pas un moment de violence. C'est extrêmement important. Oui, bien sûr, on voit qu'il y a eu des débordements dans les manifestations des derniers temps. Je crois que toutes les forces qui sont dans le dialogue de notre République doivent veiller à cela. Les forces syndicales, bien évidemment, les forces politiques aussi. J'ai trop peu entendu les forces politiques. Je me fais peu d'illusions sur celles qui sont aux extrêmes. J'ai parfois l'impression qu'elles attendent une catastrophe. Mais je parle des forces politiques qui sont dans le champ républicain. Elles doivent, elles aussi, être du côté de l'ordre républicain. Je crois qu'on entend trop peu les formations politiques s'exprimer sur ce sujet-là. Le 5 décembre, ça va être une manifestation, ça ne va pas être un moment de débordement, et évidemment dans les jours qui suivent si cette manifestation doit continuer. Mais je pense qu'on doit embarquer avec nous les forces progressistes qui ont envie de faire cette réforme. J'ai noté que Laurent Berger a réaffirmé son soutien au principe de la réforme. C'est extrêmement important, ce système par points, ce système universel. Mais nous voulons construire avec ceux qui veulent le faire avec nous. Est-ce qu'il ne va pas falloir faire des compromis, céder pour que les syndicats adhèrent, et notamment la CFDT? J'irai même plus loin. Est-ce que vous êtes prêt? Là, on reçoit le patron du parti majoritaire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à perdre la prochaine élection présidentielle pour réformer la France? Mais je pense que nous perdrons la prochaine élection présidentielle précisément si nous nous arrêtons de réformer la France. Je n'ai pas entendu pendant la contestation sociale très importante que nous avons vécue ces derniers mois, de la part de nos concitoyens, l'idée de dire « tout va très bien, Madame la Marquise, arrêtez, maintenant on ne veut plus entendre parler de vous d'ici la fin du quinquennat ». Pas du tout. Nous devons au contraire poursuivre cet élan de réforme de notre pays qui en a tant besoin. On l'a vu encore ces derniers jours avec la situation de l'hôpital. Donc continuons profondément à réformer. Je pense que c'est la condition pour réussir, mais il y a 2 conditions d'une certaine façon. Nos réformes doivent atteindre leur but. On doit mettre beaucoup plus d'attention à ce que dans le quotidien, territoire par territoire, les réformes qu'on vote à l'Assemblée se transforment en changement pour nos concitoyens. Et puis, on ne doit pas abandonner un élan qui nous permet de porter un projet de société. Je pense que ce qui a fait aussi l'élection du président Macron en 2017, c'était cette capacité à donner une vision optimiste, positive de notre pays. Je la porte profondément. Je crois que notre pays
mais regorge de vitalité. On peut évidemment faire face aux grandes difficultés qui sont devant nous, aux grands défis. Ça, on doit le dire un peu plus à nouveau. Allez, on va parler du budget, puisque le Sénat a commencé hier à l'examen de ce budget 2020 qui a été voté aussi cette semaine par l'Assemblée. Des sénateurs qui parlent d'un budget de renoncement, de baisse d'impôts en trompe-l'œil. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous leur dites? Je dis qu'il n'y a pas eu de baisse d'impôts équivalente sous la Ve République que ce que nous sommes en train de faire. Pour les ménages, c'est 27 milliards d'euros de baisse d'impôts que nous aurons fait sur la durée du quinquennat. Encore 5 milliards de baisse d'impôts sur l'impôt sur le revenu dans ce budget précisément. 80% des Français payent pour la dernière fois leur taxe d'habitation en ce moment. Nous rendons du pouvoir d'achat aux Français comme jamais on l'a fait dans un quinquennat. Mais est-ce que c'est au prix d'un renoncement à baisser la dette et les déficits? C'est une autre question que vous me posez là. Mais je pense que c'est un autre débat. Enfin, tout ça, c'est lié quand même, c'est des vases communicants. Bien entendu, c'est l'argent des Français, mais on n'a jamais dit autre chose. Mais quelle était la situation quand on est arrivé en responsabilité? Les mêmes qui nous disent vous baissez peut-être pas suffisamment les déficits. 3,4% de déficit quand on est arrivé en responsabilité. L'année prochaine, ça sera 2,2%. C'est 14 milliards d'euros de différence. Donc la vérité, c'est que nous baissons les impôts, nous baissons le chômage, nous baissons les déficits, nous stabilisons la dette. Les chiffres sont têtus. Prévu, en tout cas, la baisse de la dette et le déficit. Emmanuel l'a reconnu hier. Bruno Le Maire l'a reconnu hier devant les sénateurs, pas Emmanuel Macron. Du coup, est-ce que vous dites oui, on a priorisé le pouvoir d'achat, on a renoncé à baisser cette dette et ce déficit? Non, on n'a pas renoncé à baisser la dette et le déficit. Je constate qu'on a stabilisé la dette tout en intégrant 15 milliards d'euros de dette de la SNCF que nous avons assumé de porter pour aider justement la situation et la transformation de cette entreprise. Nous allons faire la même chose avec la situation de l'hôpital. Donc nous n'avons pas renoncé, mais oui, nous avons fait des choix. Parce que ce qu'ont exprimé les Français pendant le grand débat, c'était une nécessité d'avoir plus de services publics, de proximité, c'est d'apporter des réponses à la situation de l'hôpital, à la situation des jeunes dans l'enseignement supérieur. Nous le faisons. Et donc, effectivement, nous avons fait ce choix-là d'accélérer les baisses d'impôts qui étaient au cœur du programme présidentiel. Je pense qu'il n'y a pas de reniement, ni sur la volonté de mener une trajectoire budgétaire qui rétablisse les finances publiques de notre pays, ni sur le fait de valoriser le travail. Cela reste notre boussole au cœur de ce quinquennat et nous sommes précisément en train de le faire. Vous partez du principe que nous payons encore trop d'impôts en France? Je pars du principe qu'au début du quinquennat, nous étions encore dans une situation, je ne vais pas paraphraser d'anciens ministres des Finances, mais de ras-le-bol fiscal. Je pense que c'est une évidence, ça a été crié par les Français pendant le grand débat et ça a été crié sur les ronds-points, si je puis dire. Donc oui, nous devons faire plus pour ceux qui travaillent, ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, alors même qu'ils occupent une activité. Nous devons faire plus pour que le travail paye plus que le chômage. Nous devons faire plus pour les femmes en situation de famille monoparentale qui élèvent 2 enfants seuls. Oui, nous devons permettre aux Français de mieux vivre, de boucler les fins de mois, surtout quand ils font l'effort de travailler. La crise des Gilets jaunes est derrière vous, selon vous, ou pas? Je crois que ça serait d'une certaine façon une faute politique de penser que la colère profonde qui s'est exprimée pendant le grand débat, qui s'est exprimée sur les ronds-points, et rentrer chez elle, si je puis dire. Cela rejoint un peu la question que vous me posez tout à l'heure. Si nous arrêtions de réformer, si nous arrêtions de nous battre pour celles et ceux dans les territoires qui se sentent éloignés de la République, pour celles et ceux qui ont le sentiment, au fond, que ça ne sert à rien de produire des efforts parce que leurs enfants vivront moins bien que leur propre génération, alors nous ferions une faute politique. Cette colère-là, elle est toujours présente, elle s'exprime parfois de façon catégorielle en fonction des difficultés, mais elles sont encore profondes dans notre pays. Mais vous savez, il y a beaucoup d'énergie et je vois, moi, beaucoup de Français qui nous disent ne lâchez pas, n'arrêtez pas de réformer, continuez, parce que ça vaut le coup de le faire et nous sommes totalement décidés à continuer la réforme jusqu'au dernier jour de ce quinquennat. Un mot rapidement sur les maires qui sont inquiets notamment sur la compensation de la taxe d'habitation. Vous le disiez, cette suppression elle est comprise dans le budget 2020, mais la compensation inquiète les élus. Le Sénat veut proposer de repousser la mise en place du système de compensation d'1 an pour les collectivités. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut prendre son temps sur ce sujet? Non, je crois qu'il faut tenir nos engagements et nous les avons tenus. Nous avions toujours dit que la taxe d'habitation serait compensée à l'euro près pour les collectivités. Nous tenons cet engagement
et nous sommes déterminés à ne pas bouger sur cette solution-là. Enfin, quelle est la situation? Nous avons supprimé un impôt. C'est évidemment du pouvoir d'achat supplémentaire pour les Français. Je crois que les Français qui reçoivent leur taxe d'habitation année après année voient de façon très concrète qu'on a tenu cette promesse fondamentale de la campagne présidentielle, et nous ne l'avons pas remplacé par un autre impôt pour les Français. C'est peut-être ça Mais qu'est-ce que vous la faites nouveauté. de l'inquiétude des maires? Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont venus faire des déclarations d'amour aux maires cette semaine. Est-ce qu'il y a d'un côté les discours et puis les actes ne suivent pas? Absolument pas. La taxe d'habitation a été compensée. On partait d'une situation quand même, dans le précédent quinquennat, où année après année, les collectivités voyaient leur budget rogné, sans même pouvoir se projeter à l'avenir. Nous avons mis fin à cela. Mis fin à la baisse des dotations pour les collectivités. Nous sommes en train de réformer la fiscalité locale pour justement leur donner des impôts plus dynamiques, sans vouloir être trop technique ce matin. Nous menons une politique qui est en faveur des territoires, de déploiement de la fibre par exemple, une politique pour apporter 5 milliards d'euros pour la revitalisation des centres-villes, pour pouvoir créer des maisons de santé. Vous voyez, tout ça, c'est la politique que cette majorité mène et qui est déterminée pour aider les territoires de notre pays qui en ont tant besoin. Justement, c'est sans transition. Les municipales, c'est le prochain rendez-vous électoral des Français avec vous, avec l'ensemble des partis politiques français. Comment ça se passe pour vous? C'est pas plus compliqué que prévu finalement, ces municipales? Votre stratégie aujourd'hui? Mais c'est pas plus compliqué que prévu. Et parfois, on m'objecte ça comme si nous étions en place depuis des décennies dans la vie politique de ce pays. En même temps, c'est une élection idéale pour vous. Mais en même temps, au niveau local, c'est quelque chose qui devrait fonctionner. J'arrête pas de dire ça. Il y a beaucoup de maires qui ont fait du En Marche avant En Marche. Et donc, on travaillera avec eux. Pour ceux qui ont fait du bon boulot, qui ont déjà rassemblé largement, qui portent justement cette idée qu'on porte profondément En Marche, de dépassement du clivage entre la gauche et la droite qui marche pas très bien, particulièrement au niveau municipal. Donc oui, nous assumons notre statut d'entrant dans la vie politique. On est une jeune formation, nous étions inexistants il y a 3 ans. Et donc cette élection, c'est l'élection de l'ancrage territorial pour La République En Marche. Mon objectif, c'est très simple, c'est que demain, il y ait beaucoup plus d'élus locaux En Marche, d'élus locaux progressistes, parce que je pense que c'est une condition pour justement réussir la transformation du pays. Aujourd'hui, à 4 mois des municipales, qu'est-ce que vous visez comme objectif? Quels sont les objectifs de La République? De façon très claire, aujourd'hui, on a 2000 élus locaux identifiés marcheurs En Marche. Je propose et je fixe comme objectif qu'on multiplie par 5 le nombre d'élus locaux. Ça sera une grande réussite pour La République En Marche, parce que ça voudra dire qu'on a plus de moyens pour élus locaux, agir ça veut dire maire plus conseillers municipaux? Oui, maire plus conseillers municipaux. Donc ça veut dire 10 000 sur environ 500 000. Oui, c'est quand même pas énorme pour un parti majoritaire. Je précise toujours que on parle là des élus qui sont identifiés avec une étiquette politique. Dans les petites communes, très souvent, les maires partent sans étiquette, donc ça rend difficile d'identifier qui sont les élus En Marche ou pas. Mais cela, d'une certaine façon, est secondaire. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte avec ces municipales que vous avez du mal à vous implanter localement, qu'En Marche, ça ne prend pas au niveau local? Non, je conteste vraiment très fortement cette idée. Vous savez, pendant les dernières élections, les élections européennes, bien, on a vu qui étaient les forces politiques qui étaient présentes sur le terrain. J'ai beaucoup vu les marcheurs présents sur le terrain. Et nous avons travaillé avec nos partenaires politiques, parce que ce qui m'importe aussi, c'est de pouvoir construire cette majorité présidentielle. Vous savez, le mouvement naturel d'un quinquennat, c'est le rétrécissement de la majorité présidentielle. C'est exactement ce qui s'est passé dans les 2 quinquennats précédents. Eh bien, on est en train de faire précisément le contraire. Pour la première fois, à la moitié du mandat, on est en train d'élargir la majorité présidentielle. Mais c'est une condition très importante pour continuer justement à pouvoir réformer le pays. Mais est-ce que c'est pas plus compliqué que prévu pour vous? On a l'impression que vous êtes plus dans le soutien à des maires déjà en place que dans le fait d'implanter des candidats estampillés En Marche fort. Vous n'arrivez pas à imposer des personnalités? Non, on avance de façon très équilibrée, mais moi j'ai pas l'obsession de vouloir prendre un drapeau à chaque fois de La République En Marche et de vouloir le planter. Vous voyez, je pense que ça serait une erreur. Je pense que les Français d'ailleurs ne le comprendraient pas dans le cadre des élections présidentielles si on avait une approche aussi partisane que ça de l'élection municipale. Encore une fois, une élection municipale, c'est assez simple dans une ville. Est-ce que l'homme ou la femme qui est devant moi, ça sera un bon maire pour diriger et administrer ma commune? Et donc, nous raisonnons de façon aussi simple que ça, évidemment avec des élus
progressiste, parce que nous portons une idéologie. L'élection municipale, ce n'est pas une élection sans idéologie non plus. Nous voulons justement faire valoir nos idées, qu'on puisse mener la transition écologique dans les villes, qu'on puisse avoir plus de démocratie participative. Alors justement, démocratie participative, les solidarités soient au cœur aussi de cette campagne municipale. Ça fait partie, Stanislas Guerini, de vos sujets de préoccupation à l'intérieur du parti que vous dirigez. C'est vrai. Il y a une réforme qui est prévue aussi à l'intérieur de La République En Marche. Plus de réformes de démocratie participative. Oui. Vous estimez aujourd'hui que le parti est trop centralisé ? Nous sommes en train de faire voter nos adhérents sur une grande réforme des statuts de La République En Marche. Parce que nous avons créé cette formation, on avait écrit nos statuts assez rapidement après l'élection présidentielle. Moi, je souhaite que ce mouvement, mais ça rejoint la question que vous me posez, soit justement plus décentralisé, puisse exister sur tous les territoires de France. Et donc, nous proposons dans notre réforme des statuts un grand mouvement de décentralisation, de donner plus de pouvoir aux départements, aux territoires dans notre pays, de mettre plus de démocratie locale. Vous voyez, on n'avait pas d'élection à la tête de nos comités locaux. On va faire une élection à la tête de chaque comité local. C'était quand même une curiosité, ça. C'était quand même une curiosité. Ça faisait trop anciennement, peut-être ? Non, mais je pense que nous avons démarré ce quinquennat de façon générale avec le besoin d'avancer vite, d'avancer de façon homogène. On l'a vu, c'est comme ça que nous avons avancé pour le gouvernement, pour la majorité à l'Assemblée nationale, et aussi un peu pour notre mouvement. Eh bien, je crois qu'est venu aussi le temps de faire l'acte 2 aussi de La République En Marche. Et ça de faire confiance à notre territoire, aux marcheurs qui, sur le terrain, font vivre le mouvement. Sur votre majorité parlementaire, une dizaine de députés ont quitté votre groupe parlementaire. Est-ce qu'il y a un problème ? Non, une dizaine depuis le début du quinquennat. On a un groupe qui reste fort, plus de 300 députés. Je pense que c'est normal qu'en avançant, des désaccords puissent être exprimés. Vous voyez bien que c'est quand même assez minoritaire. Moi, ce que je constate, c'est que les lois sont votées avec des majorités plus fortes aujourd'hui, à la moitié du quinquennat, qu'au début, quand nous avons pris nos responsabilités. Ce qui importe, c'est qu'on puisse continuer à avancer à la réforme. Un dernier mot sur Paris, toujours deux candidatures, celle de Cédric Villani, celle de Benjamin Griveaux. Est-ce qu'à un moment, vous envisagez de taper du poing sur la table ? Il y a une candidature de La République En Marche, qui est celle de Benjamin Griveaux. Nous, on a investi un candidat. Ce que je constate, c'est qu'il avance, il mène une bonne campagne sur le terrain. Mais Cédric Villani est toujours membre de La République En Marche. Oui, il est toujours membre parce que nous avons voulu, et je tiens à cette position, avoir une position de rassemblement. Oui, je crois que offrir une alternative à la politique d'Anne Hidalgo, à la façon dont elle administre aujourd'hui la ville de Paris, c'est partir rassembler dans cette élection. Et vous voyez bien que vous n'y arrivez pas. Vous allez rester avec cette double candidature jusqu'au 15 mars. Nous avons la volonté de garder la main tendue pour Cédric Villani. Je crois que son projet n'est pas si différent du projet qui est porté par celui de Benjamin Griveaux. Et donc, oui, moi je crois et je continuerai à être un artisan du rassemblement, parce que je pense que la victoire passe à rallier par Benjamin Griveaux, vous faites quoi avec Cédric Villani ? Bien, nous avons toujours dit que nous souhaitions arriver rassembler avant même le premier tour, et donc je garde évidemment le dialogue avec Cédric Villani, avec celles et ceux qui l'entourent, parce que, encore une fois, nous avons besoin d'une alternance à Paris, et elle passe par le rassemblement. Merci beaucoup, merci Stanislas Guerini d'avoir été avec nous ce matin. Merci Fabrice Vesser-Redon. Lundi à votre place, Stanislas Guerini, ce sera Manon Bry, la députée européenne de la France Insoumise. Merci et tout de suite, c'est l'heure du Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés Radio. Avant d'accueillir notre bande de journalistes, vous le savez, à cette heure-ci, c'est l'heure de notre reportage en région. Nos journalistes qui vont à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et le vendredi, c'est l'heure du bilan. Toute la semaine, nous étions dans le Nord et dans le Pas-de-Calais avec Samia Dechir et vous, Sandra Cerquera. Bonjour. Bonjour merci d'être avec nous. Toute la semaine, vous avez donc sillonné ces deux départements du Nord et du Pas-de-Calais à la rencontre des maires pour comprendre leur quotidien. Et avec les municipales en mars prochain, on a beaucoup parlé de ce blues des maires et d'une majorité de maires qui ne souhaitaient pas se représenter. Quel est, vous, le ressenti des élus que vous avez rencontrés toute la semaine sur le terrain ? Alors c'est simple, tous les élus avec qui nous avons discuté des municipales nous ont dit une chose,
de façon plus ou moins résignée d'ailleurs, c'est le sens du devoir qui pousse les maires sortants à se représenter. Vous vous souvenez, il y a moins d'1 an, il y avait un maire sur 2 qui ne voulait pas... qui était prêt à jeter l'éponge. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 28,3% des maires qui souhaitent arrêter. Donc on voit que dans la dernière ligne droite des municipales, les maires changent d'avis. Et donc un des maires que nous avons rencontré, Guy Bouvard, qui est le maire de Saint-Fleuris dans le Pas-de-Calais, lui aussi, après 3 mandats, il avait envie d'arrêter et finalement, il rempile et il va nous expliquer pourquoi. À partir du moment où j'ai dit que je repartais avec l'accord d'un conseiller municipal qui va me seconder, il y a la moitié du conseil sortant qui va repartir. Partout, on a la même réponse quand on parle aux maires qui sont même quelquefois un peu âgés et qui continuent quand même parce qu'il n'y a pas de succession. Et on le voit donc, de nombreux maires qui comptent se représenter. C'est quoi, ces fautes de relève finalement? Oui, car c'est difficile de trouver un successeur. Personne ne nous a dit le contraire sur le terrain. Tous les élus nous disent c'est compliqué. La fonction de maire, c'est bien connu, connaît une crise des vocations et ça touche particulièrement les maires ruraux. D'autant que si le maire décide de se représenter, la difficulté après, c'est de constituer une liste. Et dans toutes les communes où nous sommes allés, il y avait encore beaucoup de listes incomplètes, car le mandat d'élu local peut faire peur. On sait les horaires à rallonge, la technicité des dossiers. Voilà, donc c'est une difficulté qui s'ajoute et constituer une liste peut être un vrai casse-tête. À Los-en-Gohelle, une des villes où nous sommes allés, ils tentent de trouver des solutions pour attirer de nouveaux candidats. On écoute Christine Stievnar, une des adjointes. Nous, on s'est posé la question aussi de sorte de tutorat en fait sur un mandat, d'avoir un ancien élu qui reste encore pour transmettre en fait ce qu'il a appris lui quand il est arrivé, tout le parcours qu'il a fait, et le transmettre à un jeune qui arrive pour en fait qu'il ne soit pas trop en panique sur des sujets qui peuvent être compliqués quand même. Et cette difficulté à trouver des candidats ne date pas d'hier. En 2013, déjà, face à cette insuffisance de candidats, le seuil en fait, du nombre d'élus sur les listes est passé de 9 à 7 pour toutes les communes de moins de 100 habitants. Merci beaucoup, Sandra, de nous avoir raconté votre semaine auprès de ces maires de France. Tous vos reportages, vos 3 reportages réalisés avec Samia Dechir, ils sont à retrouver sur notre site internet publicsénat.fr. Et puis la semaine prochaine, on sera dans les Côtes-d'Armor pour répondre à cette question. Un an après, que reste-t-il du mouvement des Gilets jaunes et de leurs préoccupations? Ce sera donc à suivre toute la semaine prochaine à 7h06 dans Bonjour chez vous. Dans quelques instants, nous allons accueillir nos journalistes pour le débat de ce club. On parlait des maires avec vous, Sandra. Ils étaient réunis toute la semaine en congrès à Paris, porte de Versailles. Quel bilan les maires font-ils de ce congrès? La réponse avec Jonathan Dupriez et Jérôme Rabier. L'enjeu était de taille pour Emmanuel Macron. Tenter de renouer avec les maires après une année de turbulence. Au congrès de l'AMF, le chef de l'État s'est donc efforcé de cajoler ceux qu'il appelle les piliers de la République. Ces heures passées à vos côtés ont agi et agissent pour moi comme un concentré d'expérience. Nous nous retrouvons, mais en fait, je ne crois pas que nous soyons vraiment quittés. 1h30 de discours durant lequel le président ne cesse de replacer les maires au cœur de la République, louant notamment leur implication pour résoudre la crise des Gilets jaunes. Moi, ce que je retiendrai, c'est quand même une prise de conscience du rôle des maires par rapport à ce qu'on vit depuis un an. Il y avait une fracture dans ce pays. La première des fractures était entre le président et les maires. C'est plus le cas aujourd'hui. Un pas de l'exécutif vers les élus bien mérité selon Gérard Larcher. Pour le président du Sénat, les maires ont vécu une mandature délicate, marquée par une baisse des dotations sans précédent, la suppression de la taxe d'habitation ou une perte de leurs compétences à cause de la loi NOTRe. Le paysage institutionnel a été bousculé. Pour tous, le sentiment dominant est que ce furent 6 années complexes, sans doute les plus difficiles depuis longtemps pour les élus de la République, au premier rang desquels les maires et les présidents d'intercommunalité. En clôture, le Premier ministre a lui aussi fait patte de velours, en brossant tous les sujets qui préoccupent actuellement les élus, comme la transition écologique ou la revalorisation de leur indemnité. Et aucun maire ne choisit d'être maire pour toucher des indemnités. Aucun. Je n'en ai jamais rencontré un. D'ailleurs, ce serait un choix très mauvais. Mais le mandat de maire ne doit pas non plus trop défavoriser financièrement celles et ceux qui l'exercent au détriment de leur vie professionnelle et familiale. Je dis trop parce que de toute façon, ça restera toujours une charge vis-à-vis d'une vie familiale et d'une vie professionnelle. Nous le savons tous.
Si le Premier ministre a été bien accueilli, les élus sont toujours sceptiques et attendent des actes du gouvernement. Un discours encourageant, maintenant voir un petit peu ce que ça donne sur le terrain. Convaincu, pas forcément. Là, il y a le discours, j'attends les actes, il y a des annonces. Je veux savoir comment ils vont se traduire dans la vie quotidienne d'un maire. La loi engagement et proximité, actuellement examinée à l'Assemblée nationale, devrait parachever ces gestes d'apaisement de l'exécutif envers les maires, malgré les inquiétudes du Sénat, qui redoute le détricotage du texte par la majorité. Et ce congrès des maires, on va en parler avec nos journalistes du club. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, après cette semaine passée porte de Versailles à suivre les maires. Et justement, on va faire le bilan de ce congrès. Xavier Brivet, quel bilan vous faites de ce 102e congrès des maires? Je dirais un bilan mitigé. Ce congrès, il a permis aux maires et aux présidents d'intercommunalité de faire valoir leur position. Ils ont renouvelé leur opposition à la suppression de la taxe d'habitation, enfin en tout cas aux modalités de compensation. Ils ont indiqué au gouvernement qu'ils souhaitaient un nouvel acte de la décentralisation. Et Territoire Uni, qui réunit l'AMF, l'ADF et Régions de France, fera des propositions. Le président Baroin l'a annoncé. Ces propositions seront faites au lendemain des élections municipales, avec la mise en place, espère-t-il, avec le gouvernement, de groupes de travail qui permettront d'aboutir avant l'automne à des propositions pour un nouvel acte de décentralisation qui devrait être mis en œuvre dans le cadre du projet de loi dit 3D, décentralisation, déconcentration et différenciation. Les maires ont pu faire valoir aussi leur position et leur opposition sur certaines dispositions du projet de loi engagement et proximité, notamment le transfert obligatoire de l'eau et de l'assainissement aux intercommunalités. Et en face, le chef de l'État et le chef de gouvernement hier n'ont pas forcément répondu à leurs attentes. Donc je dirais un premier bilan assez mitigé, dans une ambiance finalement relativement consensuelle, car les élus n'ont pas souhaité simplement faire part de leurs oppositions à tout un tas de dispositions, mais ouvrir la porte à des évolutions, non seulement sur une réforme de la fiscalité locale, mais sur un nouvel acte de décentralisation. Jean-Baptiste Forêt, est-ce que vous êtes d'accord avec Xavier Brivet qui dit que Emmanuel Macron et Édouard Philippe n'ont pas forcément répondu aux attentes des maires? L'opération Reconquête a échoué selon vous? Non, dans le sens où ils ont quand même enterré la hache de guerre avec l'association des maires de France. On revient de loin, il faut quand même se souvenir d'il y a un an. Il y a un an, c'était Balance ton maire, cette campagne lancée sur les réseaux sociaux par des apprentis sorciers de la Macronie. Les communes qui augmentaient la taxe d'habitation étaient visées par le ministère de l'économie Gérald Darmanin. Le président de la République lui-même avait séché le congrès des maires, ça avait été très mal perçu. Il y avait une réunion en marge de ce congrès que François Baroin, président de l'Association des maires de France, qualifie aujourd'hui de crépusculaire. Donc on revient quand même de très très loin. On a vu notamment à l'Élysée mercredi soir que l'ambiance avait totalement changé. François Baroin est arrivé avec Emmanuel Macron, tout sourire à l'Élysée. François Baroin a pris la parole avant Emmanuel Macron, alors qu'Emmanuel Macron jouait à domicile. C'était des tapes dans le dos de la part du président de la République, des œillades même. François Baroin a dit « vous nous trouverez toujours à nos côtés ». Donc, il y a vous racontez ça dans la Gazette des communes. C'est le banquet républicain, comme vous dites. Oui, c'est le banquet républicain. Alors, Emmanuel Macron s'est inscrit dans les pas de son lointain prédécesseur, Émile Loubet, qui en 1900 avait rassemblé plus de 22 000 maires. Alors, lui a été quand même un peu plus modeste. Hein. Il n'a pas dressé un grand chapiteau dans les jardins des Tuileries, mais il y avait quand même 1500 maires. Il est allé au contact. Hein. Après une courte allocution, il est allé les voir. Il a eu, comme dans le grand débat, réponse à tout. On l'a interrogé sur les salaires dans les EHPAD, sur le prix du kilo de porc. Il était absolument excellent. Bien meilleur, j'ai trouvé même que la veille, où il a fait très très long. Xavier a un peu raison, c'était quand même un passage obligé là, de ce côté-là pour le gouvernement. Ça a été quand même une année blanche, je veux dire, pour les maires en termes d'annonces, de réformes. Ils restent sur leur faim, ils n'ont rien eu. Hein. Oui, ils restent sur leur faim et surtout le chef de l'État leur a plutôt imposé son agenda. C'est-à-dire que il n'a pas répondu aux demandes sur les finances, il a été assez vague sur l'avenir de la décentralisation. En revanche, il leur a dit, je vous attends sur 2 sujets majeurs de l'acte 2 de mon mandat, la transition écologique et solidaire, rendant hommage à toutes les initiatives locales en la matière qui sont lancées par les élus, et d'autre part, bâtir avec vous cette République sociale et solidaire autour de 2 thématiques fortes, l'école et la santé. Mais c'est lui qui impose son agenda et tout en disant qu'il n'était pas ministre et qu'il n'allait pas répondre au catalogue de revendications de l'AMF, il a quand même vanté
assez astucieusement et de manière très, très carrée un certain nombre de mesures qui étaient engagées, mais pour mieux leur dire, bon, ben ça, mes ministres vous l'expliqueront après moi, mais moi je vous attends sur 2 sujets principaux, la transition et la République sociale et solidaire. César, il y avait évidemment 2 discours très attendus durant cette semaine, celui d'Emmanuel Macron, celui d'Édouard Philippe. Est-ce que finalement ce n'est pas Édouard Philippe qui a le mieux répondu, qui s'est le plus adressé à ces maires ? Oui, mardi, le président de la République a ouvert par un discours fleuve d'1h30 où il a fait le catalogue des mesures déjà mises en œuvre ou en cours de mise en œuvre dans les territoires, des mesures que les maires connaissent déjà et sont en cours d'appliquer. Il leur a adressé un message sur la transition écologique, Xavier l'a rappelé, mais aussi il a fait un discours régalien sur la montée du communautarisme dans les listes. Et après, le Premier ministre a refait ce catalogue tout en donnant des gages de bonne volonté, en revalorisant les indemnités, tel que ça avait été un peu avancé au Sénat et un peu à l'Assemblée, mais voilà, justement, en leur fixant un cadre un peu plus souple, ce qu'ils voulaient. Alors, César parle de catalogue. C'est vrai qu'hier, Édouard Philippe a égrené les mesures, mais les mesures déjà mises en place, est-ce qu'il aurait fallu qu'il y ait d'autres annonces? Est-ce que ça a laissé les maires sur leur faim, finalement, ce congrès? Ça les laisse sur leur faim, notamment sur le plan financier et fiscal. À la fin du débat sur les finances locales, hier jeudi, une motion des principales associations d'élus a été votée en présence du secrétaire d'État en charge des comptes et de l'action publique. Et dans cette motion, les maires demandent des choses très très fortes, une compensation à l'euro près de la suppression de la taxe d'habitation, une loi de finances dédiée aux finances locales, une non-remise en cause des impôts économiques, car c'est une petite musique et une mauvaise musique qu'ils sont en train d'entendre, peut-être à l'instigation du MEDEF et du gouvernement, sur la possible suppression des impôts économiques dits de production. Donc un certain nombre de mesures, c'est principalement sur le plan financier que les maires restent sur leur faim. La décentralisation, c'est beaucoup plus loin. Le projet de loi du gouvernement est attendu pour l'été. Donc ça, c'est un travail de fond qui va être fait et que les élus veulent mener avec le gouvernement et avec le Sénat. Le président Larcher, dans son discours, a dit « Moi, je suis prêt à continuer de discuter avec vous. On crée des groupes de travail et on dépose sur le bureau du gouvernement au printemps, au lendemain des municipales, un certain nombre de propositions. » Voilà. Mais c'est les finances qui ont posé le plus gros problème. C'est vrai que l'année dernière, ce qui a beaucoup marqué pendant le congrès, c'était ce fameux 1 maire sur 2 qui ne veut pas se représenter. Aujourd'hui, à 4 mois des municipales, on est plutôt dans un quart qui est sûr de ne pas se représenter. Finalement, c'est un taux de renouvellement assez classique. Est-ce qu'à l'issue de ce congrès, on peut dire que l'optimisme est revenu chez les maires de France ou pas ? Oui, plutôt. Enfin, si on s'en tient à la dernière étude du Centre d'études de la vie politique française, on a seulement un quart des maires qui sont certains de jeter l'éponge au mois de mars prochain. Donc, sous la bienveillante pression de leurs administrés, il semble quand même qu'ils repartent à la bataille. Alors là, pour le coup, c'est une rengaine qu'on entend à chaque fois. Hein, enfin, le blues des maires. Et puis finalement, juste avant, voilà, ils repartent pour un tour. Mais ça a été dit à de nombreuses reprises lors de ce congrès. Ça a été le pire mandat. Ça a été le pire mandat, avec des coupes drastiques quand même dans les dotations de l'État, avec des applications quand même de tableaux Excel pour faire très très vite, avec Bercy qui a été à la manœuvre sous tous les gouvernements, même si la pilule est quand même moins amère sous Édouard Philippe. Donc les maires sont quand même un peu chagrins quand même encore aujourd'hui, et ils s'interrogent aussi sur Emmanuel Macron en fait, parce que on ne sait pas exactement ce qu'Emmanuel Macron a dans le ventre, en fait, sur les questions de décentralisation. Ça reste quand même un grand mystère, parce qu'il y a énormément d'injonctions paradoxales. Il prône la différenciation, en même temps, il supprime la taxe d'habitation. On a posé la question, nous, à la Gazette des Communes, à Richard Ferrand, qui a fait une réponse un peu étonnante. Il a dit Emmanuel Macron est en même temps girondin et jacobin. Bref, on n'est pas plus avancé. Rapidement, Xavier, puis César pour finir. Sur la décentralisation, le chef de l'État a fixé une ligne, des principes que partageront tous les élus locaux de France, des transferts pleins et entiers, des transferts de responsabilité et des financements qui correspondent à l'exercice de ces nouvelles compétences. Ça, c'est des principes très consensuels au sein des élus. Maintenant, il faut voir comment les traduire en actes. Oui, le président de la République l'a rappelé, sa conviction est simple, c'est le mot qu'il a employé.
pour toute nouvelle décentralisation, des nouvelles responsabilités et des moyens, parce que c'est surtout ce qui manque aujourd'hui quand on délègue une compétence à une collectivité. Voilà le bilan qu'on pouvait faire de ce 102e Congrès des maires de France. On va continuer à parler des maires, puisqu'on va parler de quelque chose qui s'est passé cette semaine au Congrès des maires, faire en sorte que les Jeux Olympiques de Paris 2024 profitent à l'ensemble du territoire. C'est l'objectif de Terre de Jeux. Et le Congrès des maires a été l'occasion de lancer un appel aux communes pour qu'elles s'engagent dans ces Jeux. On voit ce reportage de Jérôme Ravier. C'est une grande première dans l'histoire des Jeux Olympiques, la création d'un label Terre de Jeux. Objectif, associer les maires, où qu'ils soient sur le territoire, au JO 2024. Grâce à l'AMF, effectivement, on voulait absolument, pour la première fois dans l'histoire des Jeux, associer des territoires, même si ces territoires n'organisent pas de compétition. C'était important pour nous de trouver une solution pour vous associer à la dynamique de ces Jeux. Avec plus de 500 mairies déjà engagées, le congrès de l'AMF a été l'occasion d'appeler toutes les communes de France à participer. Et sur le stand des Jeux Olympiques, les premiers engagés ont pu venir chercher leur certificat. Bonson, Beauvais, Belfort. Et pas question de s'adresser qu'aux grandes villes. Bellefosse, 149 habitants dans le Bas-Rhin, est ainsi la plus petite commune engagée sous ce label. Une manière de participer à cet événement mondial. Beaucoup de fierté d'avoir ce label pour les habitants du village que je représente, parce que les Jeux Olympiques, c'est une très belle fête, c'est une très belle manifestation, et je suis très heureuse qu'on puisse le partager avec les habitants, avec nos collègues élus des communes voisines. Comme toutes les communes qui candidatent, Bellefosse s'est ainsi engagée à promouvoir le sport dans toute sa diversité et à faire vivre sur son territoire les valeurs olympiques de partage et de respect. Voilà, on le voit, ce label Terre de Jeux, l'objectif c'est quoi? C'est que finalement ces Jeux Olympiques ne profitent pas qu'à Paris, mais à l'ensemble du territoire, à toutes les communes? Oui, exactement. Là, parmi les villes labellisées Terre de Jeux, il y a 50% de villes de 10 000 à 50 000 habitants. Il y a 10% de villes de moins de 10 000 habitants, enfin de villes, de communes. Il y a des villages dans le lot, donc c'est plutôt une initiative plutôt maligne. Après, il faut voir ce que ça va donner, parce qu'il y a plusieurs centaines de villes labellisées, donc je ne suis pas certain qu'il se passe grand-chose partout. Mais le Graal, en tout cas, c'est la base arrière. En fait, toutes ces villes espèrent être base arrière des JO et recevoir une grande nation olympique, la Russie, la Chine, que sais-je. Oui, les athlètes et les délégations officielles arrivent quelques semaines avant les jours J des JO et doivent se rabattre sur des communes en dehors du Grand Paris. Et donc toutes ces communes sont heureuses de pouvoir le faire. C'est peut-être aussi un moyen de réduire cette fracture territoriale, ce sentiment de relégation, de faire profiter l'ensemble des communes, en tout cas un maximum, à ces Jeux Olympiques? Oui, ça s'inscrit dans l'objectif plus général de l'héritage de ces Jeux Olympiques 2024. L'héritage en termes de gestion des équipements, l'héritage en termes de promotion de la pratique sportive, l'héritage en termes d'un partage sur le plan de la communication et de la pratique du sport. Donc c'est ça l'esprit. C'est aussi, comme le dit Jean-Baptiste, pour certaines d'entre elles, la volonté d'accueillir des entraînements ou des délégations, parce que pour ce qui est des épreuves, les choses sont déjà à peu près fixées. Donc c'est surtout irriguer le territoire et ne pas concentrer les JO sur Paris et la Seine-Saint-Denis. Allez, puisqu'on parle des territoires, on va passer à la revue de la presse quotidienne régionale avec vous, Quentin. 2024, pour être vous aussi acteur de l'aventure des Jeux. Terre de Jeux. Et Quentin, on commence avec la une du Courrier Picard. Voilà, le Courrier Picard. Nous avions d'ailleurs le rédacteur en chef du Courrier Picard hier dans cette émission pour nous raconter son interview qui faisait la une hier. Eh bien, vous allez le voir, aujourd'hui, on revient sur cette première journée de déplacement à Amiens du président de la République. Une première journée, vous voyez, Emmanuel Macron en son jardin, avec cette idée qu'il revendique un attachement particulier à ce territoire. Et donc, en son jardin, Macron des sources, même peut-on lire à l'intérieur. On va faire un petit zoom pour voir sa journée entre bains de foule, les selfies, mais aussi des pans entiers de la ville d'Amiens qui étaient complètement fermés avec des CRS. Cette première journée, regardez ce que dit le quotidien. Cette première journée, pas vraiment chaude ni vraiment froide, ressemble à la relation que semblent entretenir les Amiénois avec leur président. Là encore, une forme de « en même temps ».
Et on continue, Quentin, avec la Nouvelle République. Voilà, la Nouvelle République, que effectivement je n'ai pas. Mais vous allez tout nous dire quand même. Exactement, la Nouvelle République, on revient sur le déplacement de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui a entamé une série de visites sur le thème du développement durable en compagnie de Yann Arthus-Bertrand. Voilà, on le voit, merci beaucoup à Alexandra Thierry. On voit effectivement Jean-Michel Blanquer qui était avec Yann Arthus-Bertrand pour ce thème, une grande mobilisation sur le développement durable dans une école d'Ambroise. L'urgence est là, nous dit l'article, éduquer les jeunes générations à l'environnement, au respect de Dame Nature, sans tomber dans la facilité, les clichés et les actions sans lendemain. Et qu'est-ce qu'il y a à la une de la presse de la Manche, Quentin ? Voilà, la presse de la Manche, je ne vais pas vous parler du Beaujolais nouveau qui est ici sur la une. Mais je et pourtant, c'est pas l'envie qui vous manque, on sent que c'est pas l'envie qui manque. Hein. non, mais il y a un sujet très important et qui fait la une toute cette semaine à l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. On parle effectivement de ce taux de chômage en France qui est 2 fois plus important pour ces personnes que pour les autres actifs. Allez, on termine avec les dernières nouvelles d'Alsace. Voilà, les DNA qui consacrent leur une à la visite de Christophe Castaner à Strasbourg à l'occasion de l'inauguration aujourd'hui du marché de Noël, 1 an après l'attentat du 11 décembre. Le journal qui a pu s'entretenir avec le ministre de l'Intérieur, vous voyez cette interview à retrouver dans les DNA, où il explique qu'il vient vendredi à Strasbourg pour porter un message de vigilance, je cite, mais aussi un message de sérénité, de confiance et d'invitation à la fête, nous dit Christophe Castaner. C'est beau. Merci beaucoup, Quentin, pour cette revue de presse complète. On va voir vos unes, messieurs, la une de la Gazette des communes. Jean-Baptiste Forêt, le grand désarroi des maires de France. Un petit mot ou pas? Oui, un petit mot. Non, mais vous disiez tout à l'heure que vous l'aviez trop vite. Non, mais non, en même temps, vous voyez. Donc, Oriane, je ne voulais pas vous infliger ce pensant. On a notamment dans la Gazette des communes de cette semaine un très bon sujet de Laura Fernandez-Rodriguez qui est allée explorer le portable des maires, le smartphone des maires. Alors, les maires ont tendance à distribuer très facilement leur 06 et du coup, ils ont affaire à des administrés qui saturent leur smartphone à travers bien sûr des appels et puis surtout des SMS et des messages sur les réseaux sociaux. Et ça commence à devenir un vrai problème parce qu'on a des administrés qui se comportent vraiment comme des consommateurs. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas une réponse dans les 2 minutes à leur réponse et s'ils voient que le maire est en ligne sur les réseaux sociaux, ils envoient 5 points d'interrogation. Et parfois, c'est parfois un petit peu pénible et ça réduit la distance entre les maires et les citoyens. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. Voilà, c'est dit, c'est important de le dire, vous voyez, puisqu'on a le temps. À la une de Maire de France, c'est un cahier spécial, évidemment spécial sur ce congrès des maires de France, avec ce qui était la devise finalement de ce congrès, les maires au cœur de la République. Oui, et en décembre, nous ferons un numéro spécial avec le compte-rendu des débats, qui seront aussi sur le site de l'Association des maires de France, de tous les débats pour les adhérents. Et nous avons joint à ce numéro aussi un supplément qui retraçait à grands traits le bilan du mandat 2014-2020. Merci beaucoup. Messieurs, on va passer à votre une, la une de la Tribune. César Armand et vous faites un numéro spécial sur les mobilités. Oui, on organise mardi et mercredi 2 jours de conférences sur les mobilités dans les grandes villes et les métropoles, avec tous les problèmes qui se posent, la transition écologique, la numérisation, la collecte des données, les trottinettes, les vélos. Quelle place pour la voiture individuelle dans des villes congestionnées et polluées? Donc on a fait une grande interview d'Anne Hidalgo qui est aux avant-postes de cette révolution et qui nous explique sans être candidate ce qu'elle compte faire, mais bientôt, donc ce qu'elle veut faire dans son prochain mandat pour continuer à accélérer sur la mobilité douce et travailler davantage au niveau métropolitain et travailler mieux avec la région qui aujourd'hui est toujours autorité organisatrice des transports et des mobilités. Alors justement, on va parler des mobilités pour terminer ce club. César, donc on a fait un grand dossier dans la Tribune. Cette semaine, l'actualité, c'est cette loi d'orientation des mobilités qui a été donc définitivement adoptée. Qu'est-ce que finalement ça va changer pour les Français, cette loi ? Alors, plusieurs choses. D'abord, ça
institue les intercommunalités, autorités organisatrices de la mobilité, aux côtés des régions, notamment pour développer une offre de transport, quelle qu'elle soit, dans les zones dites peu denses, milieu rural et urbaine. Donc on peut penser que le maillage sera un peu meilleur. Le gros problème de ce texte, c'est le problème du financement. Le Sénat, d'ailleurs, n'a pas souhaité examiner ce texte à cause de ce point d'achoppement. Les élus considèrent qu'on transfère des compétences à l'intercommunalité une nouvelle fois sans donner les moyens. On revient au principe énoncé par le chef de l'État qui, en l'occurrence là, n'est pas du tout respecté. Les élus souhaitaient que l'État transfère une part de la taxe sur les produits pétroliers aux collectivités pour financer cette nouvelle compétence d'autorité organisatrice des mobilités. Et le gouvernement a dit non, car vous aurez de la TVA en guise de compensation de la taxe d'habitation. C'est un impôt dynamique et les intercommunalités qui en seront destinataires auront donc une marge de manœuvre pour ce faire. Pour le reste, il y a des objectifs importants en termes d'entretien des infrastructures. C'est près de 14 milliards d'euros qui seront injectés entre 2019 et 2022 pour l'entretien des infrastructures routières, y compris des ponts. Ça fait écho aux tristes événements dans le Tarn. Il y a un certain nombre de mesures qui permettent aux entreprises d'accorder à leurs salariés des forfaits mobilité, des mesures qui permettent de développer la pratique du vélo, une mesure très importante qui dit, alors c'est très loin, mais en même temps c'est assez proche, que les voitures ne fonctionneront plus d'ici 2040 avec des carburants fossiles. Donc il y a comme ça tout un arsenal de mesures. Il y a aussi la possibilité pour les élus, présidents de département ou maires, d'augmenter un peu plus, de passer de 80 km/h à 90 la vitesse des véhicules sur certaines routes. Donc c'est finalement une floraison de mesures dont on a du mal aujourd'hui à voir quels seront l'impact. Pour les élus, en tout cas, le principal problème, c'est celui du financement. Jean-Baptiste Forêt. Oui, alors c'est la fin d'un interminable feuilleton, pardon. C'est-à-dire qu'on a eu au départ les assises de la mobilité, intitulées, enfin je me permets une petite incise un peu bizarre, je ne comprends pas comment on peut être assis et mobile. C'est une bonne remarque. Assis et mobile à la fois. Et puis surtout, on a la crise des Gilets jaunes qui est passée par là. Parce qu'il faut se souvenir qu'il y a à peu près un an, il y avait quand même l'idée d'instaurer des péages urbains à l'entrée des grandes métropoles. Et ça, c'était vraiment une déclaration de guerre contre ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique, c'est-à-dire les territoires loin des grands groupements urbains. Donc finalement, le gouvernement a reculé sur ce point-là, mais il reste, comme le disait Xavier, énormément de zones blanches en termes de transport. Et là-dessus, il manque quand même encore de la monnaie sonnante et trébuchante. Finalement, c'est vrai que cette loi mobilité, elle visait à réduire les fractures territoriales. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a amélioré les choses? Elle peut améliorer les choses? Elle donne plus de souplesse aux intercommunalités pour se saisir de ce problème, alors que les régions sont parfois trop éloignées des centres de décision locaux. Mais il manque de l'argent, comme d'habitude, pour ce genre de loi. Et Jean-Baptiste l'a rappelé, il y a un an, quand la loi est arrivée, il y avait l'idée des péages urbains, puis il y a eu les Gilets jaunes, et ce péage urbain a été retiré, alors que ça aurait pu être un moyen de financer justement ces autorités organisatrices de mobilité. Il y a Allez-y, Xavier. Il y a aussi deux petits points, mais qui restent assez évasifs, qui vont intéresser les élus et les Français. Le gouvernement, sur cette loi, a pris l'engagement de mener une étude ou une mission sur les trains de nuit, d'une part, et d'autre part, de confier aux régions un peu plus de compétences pour gérer ces fameuses petites lignes. Et ça, c'est essentiel, puisque c'est l'aménagement ferroviaire du territoire. Mais il n'y a pas d'engagement très fort là-dessus. Donc, ni sur les financements, ni sur le maintien d'un réseau de petites lignes et de trains de nuit aussi. Et c'est ces deux points qui vont pourtant participer pleinement à l'aménagement du territoire. Un mot peut-être puisqu'on parle de mobilité, sur ce qu'a dit Emmanuel Macron hier dans son interview au Courrier Picard. Il parlait des petites lignes SNCF et il a dit qu'il fallait réinvestir sur ces trains du quotidien. Est-ce que ça, c'est un enjeu crucial pour ces mobilités ? Oui, c'est un enjeu crucial. Simplement, là encore, problème de financement. Donc c'est à l'avenir, au terme de cette loi, en application de cette loi, aux régions et aux communautés de communes, de s'accorder sur un schéma de desserte en transport dans les zones peu denses. C'est aux élus de se réunir avec l'État, dans un contexte en plus d'ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires, de bâtir peut-être un nouveau maillage
et de pouvoir coordonner l'offre en matière de train, de voitures, de covoiturage, mais aussi de vélos, pour qu'il n'y ait plus de zone blanche. C'est tout l'enjeu. Le seul problème, c'est qu'à ce stade, le gouvernement a dit « je mets de l'argent sur l'entretien des infrastructures, il n'y a pas de problème, mais pour le maillage et les autres investissements, c'est les collectivités locales. » Et là, les moyens ne sont pas énormes. Jean-Baptiste. Alors, c'est pas propre à Emmanuel Macron, mais l'État, dans cette affaire, a quand même tendance à être généreux avec l'argent des autres. Hein. C'est-à-dire qu'il refile le bébé, si vous me permettez l'expression, aux régions. Les petites lignes vont échoir aux régions. Donc, les déclarations d'Emmanuel Macron, je pense, vont susciter quand même certaines crispations du côté de l'association Région de France et de son nouveau président, hein, Renaud Muselier, qui sans doute va monter au front, enfin, on va avoir à nouveau sans doute une opposition entre les régions et l'État. Ça va être un nouveau bras de fer, finalement, un nouveau sujet de bras de fer entre les régions et l'État, cette question des transports. On a encore eu un exemple en début de semaine lorsqu'un maire des Hauts-de-France s'est plaint d'avoir moins de dessertes le matin pour ses administrés pour qu'ils aillent travailler dans la métropole de Lille. Xavier Bertrand, le président des régions des Hauts-de-France, a dit moi je paye la SNCF, mais c'est la SNCF qui décide et c'est les communes et les administrés, les habitants qui en payent les pots cassés. Puisque voilà, les régions payent, mais n'ont pas le pouvoir d'infléchir les décisions de la SNCF. Est-ce que vous pensez que cette question des mobilités, d'être transport, ça peut être un sujet pour ces municipales ou finalement ça va passer au second plan dans le choix des électeurs ? Ce sera un sujet, quand on interroge les Français sur ce qu'ils attendent et ce que doivent être les priorités de leur prochain maire, ils placent deux choses en tête, la préservation de l'environnement et le maintien et le développement des services publics locaux. Dans ces services publics, il y a évidemment l'offre de mobilité, l'offre de transport. Donc oui, ce sera essentiel, mais le maire ne peut pas tout. Encore une fois, c'est au niveau régional et intercommunal que les élus doivent se mobiliser et l'État doit vraiment venir à leur côté. Le chef de l'État, dans son intervention mardi au Congrès des maires, a fait un long développement sur ce nouvel aménagement du territoire, qui est sur la nécessité pour l'État et les élus de recoudre les territoires, de résoudre toutes les fractures. La principale d'entre elles, enfin l'une de ces principales fractures, c'est justement ce problème de mobilité, de déplacement pour le jeune qui cherche un emploi, pour une personne âgée, pour se rendre sur des lieux culturels ou sportifs. Ça, c'est, je veux dire, un point extrêmement important. Il y a le discours. Et les élus attendent les actes, c'est-à-dire un vrai soutien de l'État. Allez, on a commencé ce club en parlant des maires, on va le finir en parlant également des maires, mais sur les réseaux sociaux. C'est avec vous, Quentin. Et il y a eu beaucoup de messages de sénateurs suite à ce congrès des maires qui s'est tenu cette semaine. Oui, tout à fait. Les sénateurs, ils sont élus par les conseils municipaux. Le Sénat se revendique comme la chambre des territoires, des collectivités locales. Pour toutes ces raisons, beaucoup de maires sont venus au Palais du Luxembourg toute la semaine. Il y avait énormément de monde en salle des conférences. On a pu voir d'ailleurs des photos, des petites photos de groupes, de délégations de maires invités par les sénateurs. C'est un rituel chaque année au moment du congrès des maires de France. Et un peu moins classique, on a vu sur le compte Twitter de Max Brisson une délégation de maires venus des Pyrénées-Atlantiques qui ont pu entonner une chansonnette. Voilà, on peut les entendre, ils sont a cappella. Un chant basque. C'est pas mal. Mais oui, c'est dans l'escalier d'honneur du Sénat. Il manquait Jean Lassalle, quoi. Ça, c'est pas faux. Un chant basque, ça faisait un petit côté feria. Qui est Berne. Ouais. Je veux pas avoir de Oh là là, vous allez avoir des problèmes, Jean-Baptiste. Voilà, un petit côté feria, donc, dans l'escalier d'honneur du Sénat. Et il y a eu plusieurs moments forts pendant ce congrès des maires. Voilà, on a vu des moments forts, notamment hier avec l'hommage au maire de Signes, décédé cet été alors qu'il essayait d'empêcher la décharge sauvage sur sa commune. Alain Reichart, qui est le nouveau maire, on l'a vu brandir l'écharpe de Jean-Mathieu Michel. C'était très émouvant. Il a dit « c'est son écharpe, c'est la sienne. De Jeannot, je la mets car je me sentirai plus fort ». Et on a vu la salle applaudir. André Léniel, le vice-président de l'AMF, il a parlé de l'émotion et du moment de fraternité avec le nouveau maire de Signes qui a lancé un vibrant appel à l'école de la République comme creuset de la République. Vous voyez le message d'André Léniel lorsque toute la salle était debout pour cet hommage. Et un autre moment important sur
sur lequel je voulais revenir également, Oriane, hein, c'est cette signature d'un engagement de l'AMF pour la lutte contre les violences faites aux femmes. On voit à la photo, effectivement, François Baroin et Marlène Schiappa qui ont signé cet engagement pour le prochain mandat 2020-2026. Et en 30 secondes, une dernière photo pour finir. Voilà, une photo qu'on a retrouvée sur le compte Twitter d'une sénatrice qui s'appelle Dominique Verrien. On la voit dans la salle d'un conseil municipal. Sur le mur, là, ce sont une galerie de portraits des présidents de la République. Certains viennent de la fin du 19e siècle, du début du 20e. Et au milieu, il y a la photo d'Emmanuel Macron qui trône au milieu de tous ces illustres personnages. Ça nous a fait sourire. Eh bien, c'est sur ce sourire et cette photo qu'on va terminer ce club. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve lundi. L'invité politique, ce sera Manon Aubry, la députée européenne de la France Insoumise. On vous attend lundi. On vous souhaite un excellent week-end sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.